Anthony. Bonjour Yann. Alors tu as un joli titre, est-ce que tu peux nous le répéter en complet? Ah oui, c'est un titre qui est un peu à rallonge, mais pour faire simple, en gros, je suis directeur Europe de la transformation digitale pour MSL Group, qui est la branche communication et RP de Publicis. Et donc ta spécialité, c'est entre autres la transformation digitale. Tout à fait. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale qui touche les agences de communication, comme vous. Et donc en fait, personne n'est épargné par la transformation digitale. Non, il y a beaucoup d'agences en parlent parce qu'actuellement c'est à la mode et puis voilà. Et puis Maurice Lévy, notre boss, a parlé d'ubérisation l'année dernière. Et je pense que s'il en a parlé, c'est parce qu'on est concerné. Il n'y a pas un secteur qui peut y échapper. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Uber, on parle d'Airbnb, on parle tout d'un tas de secteurs. Mais les agences, on est concerné de la même façon. Parce que de plus en plus, on va se retrouver en concurrence. Je ne sais pas, pendant très longtemps, les agences produisaient du contenu. On va se retrouver de plus en plus de manière frontale avec des journalistes, avec des gens spécialisés sur du content factory qui vont pouvoir produire du contenu à la chaîne. Pareil, pendant très longtemps, il y avait l'idée que finalement, on était une grande agence. Je parle pour Publicis, mais je pourrais en citer d'autres. Notre principal concurrent qui est WPP. C'était sur le nom, voilà, il y avait, comme pour des cabinets de conseil d'ailleurs au global, on avait des contrats en début d'année qui portaient sur des millions, et puis après on allait voir un petit peu ce qui allait se passer. Là, c'est finalement, c'est plus entre les grands, il y a de nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer, qui sont très agiles, qui sont plus petits, qui sont spécialistes sur un segment de la chaîne de valeur. Marketing par exemple. Si tu veux, par exemple, voilà. Et finalement, maintenant, de plus en plus de groupes sont prêts à remettre en question, de se dire, je suis prêt à découper ma chaîne de valeur et être capable de jouer avec plusieurs acteurs et pas me dire, juste, je vais garder un nom et on ne pourra pas me dire, ah t'as vu, ça marche pas très bien. Ah oui, mais j'ai pris Publicis, c'est les meilleurs, j'en ai pris un autre. Comme à l'époque dans l'IT, vous avez attends, j'ai pris IBM ou j'ai pris McKinsey, si ça n'a pas marché, c'est pas de ma faute, j'ai pris la grande agence. Les gens sont prêts à prendre des risques. Et puis, avec ces nouvelles technologies, il y a aussi des choses qui évoluent, c'est la question de la data. Comment est-ce que la data, finalement, va pouvoir interagir? Je veux dire, est-ce que j'ai besoin de grands penseurs, de grands planeurs stratégiques, alors que finalement, la data va pouvoir m'apporter suffisamment d'informations pour, entre guillemets, me dispenser de stratégie et pouvoir choisir ce que je vais mettre en ligne ou comment je vais pouvoir interagir avec mes clients. Là-dessus, personnellement, je suis assez dubitatif. Je pense qu'autant on était complètement le balancier d'un côté, et que du coup, on le remet de l'autre. Genre avec la data, c'est magique, il n'y a plus besoin de penser, c'est directement, on va avoir ce qu'on a besoin. Je pense que ça en fait partie, ça doit rentrer dans le calcul, mais il y a un équilibre à retrouver. C'est vrai qu'on voit que le balancier est en train de se promener dans l'autre sens. Donc oui, on est un marché qui est en train de se disrupter, et c'est pour ça d'ailleurs Publicis. Il y a eu des annonces dernièrement faites par Maurice Lévy. On est en train de se réorganiser. On est en train de se dire, bah voilà, on a des talents, ils sont répartis dans plusieurs agences de publicité, ils sont répartis dans le monde entier. Comment est-ce que quand un client me demande quelque chose, pendant très longtemps, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pitcher contre d'autres agences publicistes, là il y a une voie d'entrée, on est capable de réunir les meilleurs pour aligner l'équipe qui pourra dire, oui, on est capable de résister à n'importe qui, on est capable d'aligner les meilleurs. Et c'est vrai pour n'importe quelle agence actuellement. Puis il y a aussi, je dirais, l'impact du digital sur le monde de la publicité lui-même, parce que ça change beaucoup dans ce domaine. Ah bah ça de toute manière complètement, il y a la question de... Après je pense qu'il y a une vraie chose qui reste vraie pour le monde de la com, c'est que quand tu vas avoir un client, il y a le côté wow effect, c'est ce qu'il attend d'une agence. Et donc il peut y avoir le côté disruptif grâce à des nouvelles technologies, où finalement à travers du growth hacking ou des techniques comme ça, tu vas pouvoir mettre des choses en avant, jouer sur des nouvelles technologies, et les gens vont se dire « Oh, c'est super !» Mais à côté, il y a quand même une idée. Et ce côté idéation qui doit être présent, qui est présent chez les agences au niveau du planning, qui est présent au niveau des créateurs, il reste présent. Tu peux avoir une super stratégie, tu peux avoir un super truc. Concrètement, si c'est présenté avec les pieds ou qu'il n'y a pas une jolie idée derrière, tu vas te dire bon, « Ouais, j'aurais pu faire quelqu'un d'autre. » Donc ce côté idéation qui va emmener le client, il va se dire « Waouh !» Je pense que ça reste un vrai déclencheur et que derrière tu peux avoir aligné d'autres choses, mais ce côté wow effect, il se renforce avec le digital, mais ça tue pas forcément la création. C'est comme la data, ça tue pas la stratégie, ça tue pas le planning, c'est un plus, il faut arriver à marier les deux. En revenant sur ce marché qui évolue avec ce que les Américains appellent les boutique agencies en bon américain, donc les petites agences comme nous qui sont souples et qui connaissent un peu le métier et qui apportent une voie différente. Il y avait une grosse particularité en France, c'est qu'il y avait une énorme proportion du marché qui était prise par ces boutique agencies, beaucoup plus qu'en Angleterre et 3 ou 4 fois plus qu'aux États-Unis en proportion. Est-ce que ça change
Dans le sens de l'augmentation des boutique agencies ou de leur réduction? Non, je pense que il y a une chose déjà. Certes, il y en avait beaucoup plus en France, mais elles avaient une beaucoup moins grande reconnaissance qu'en Angleterre. Le côté boutique agencies aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, était quand même beaucoup plus fort dans la reconnaissance, sur les prix. Quand il y avait des grandes compétitions, des boutiques agencies pouvaient gagner des prix. C'était pas le cas en France. Il y avait le côté économique, le marché pouvait être pris sur des spécialités. Je pense qu'il y a beaucoup de boutiques agencies qui sont en train de mourir, qui subissent la crise de plein fouet aussi, et qui n'ont pas forcément la trésorerie derrière pour survivre. Donc il y a seulement les plus expertes ou celles qui ont fait le preuve de le plus de vision qui vont survivre. Par contre, elles sont en train de se renforcer sur ce marché-là. Après, est-ce qu'elles vont être capables, comme en Angleterre, comme en Australie, comme aux États-Unis, de passer le cap de rivaliser au quotidien et pas être seulement sur des segments, mais vraiment être en face à face avec des grosses agences, remporter des prix, et puis il y a des gens qui viennent de grosses agences qui ont envie de dire peut-être que moi j'en ai un peu marre de la politique, je suis prêt à rentrer dans une boutique agency parce que je trouve cette agilité, parce que je trouve cette créativité, parce que je trouve autre chose, et je garde cette reconnaissance que je pouvais avoir dans de grosses agences. Ces mouvements-là, on les voit notamment à Londres, je sais, parce que je passe beaucoup de temps à Londres, donc je le vois, c'est pas encore totalement le cas en France. Et un truc que je vois beaucoup sur le marché aussi, c'est sur le segment B2B, je dirais je vais pas dire un champ libre, mais un champ plus libre quand même, parce que moins occupé par les très grandes agences comme vous, ce qui cherchent avec Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que je vois Publicis Consultant par exemple, donc ma branche française là où je dirige les équipes digitales. On est identifié comme étant beaucoup plus B2B et beaucoup plus corporate que B2C. C'est vrai, quand tu regardes les agences de marketing et tu regardes Publicis, il y a cette image de B2C, de pub comme Marcel, comme Publicis Conseil, comme d'autres, mais sur des agences, et c'est le cas d'MSL Group et donc de Publicis Consultant, on est sur du B2B. Je pense que ce qui est en train de changer, c'est que en fait, beaucoup de boîtes se rendent compte que oui, les médias sociaux, oui, le digital, ça s'adresse aussi au B2B. On n'est pas uniquement sur du B2C à essayer de faire de la vente et à pousser comme des malades. Et ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que les agences aussi sont en train de venir sur le terrain du B2B, amenant cette créativité, mais en comprenant que, bah oui, il y a un switch qui est en train de se faire, et du coup, il y a beaucoup de boîtes, et là je l'ai vu dans les dernières compétitions, qui ont beau dire, on veut un brief B2B, c'est pour la com corporate, c'est pour du CSR, ils attendent ce twist B2C parce qu'ils veulent jouer dans la même cour, et ils attendent des campagnes, ils attendent de la créativité. C'est avec là aussi, on doit nous avoir notre expérience, parce qu'on a cette expérience corporate et B2B, mais on doit être capable de se mettre au niveau d'autres agences qui sont peut-être plus créatives pour pouvoir là encore réunir le meilleur des deux mondes. On en revient comme tout à l'heure, il y a deux mondes qui se rencontrent, et il faut être capable d'avoir le meilleur et pas se dire que le balancier c'est d'un côté ou de l'autre. Alors, un petit peu de prospective, on est au début de l'année 2016, alors c'est quoi l'avenir du futur de la transformation digitale? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a de plus en plus, on le voit dans la politique, on le voit dans la société, les entreprises ne sont pas en dehors du monde. Tout ce qui est grosse structure, grosse corporation, les gens finalement sont de plus en plus méfiants. Est-ce que je m'adresse à un service RH, ok, mais finalement c'est une boîte noire, pareil pour le marketing. J'ai plutôt envie de m'adresser à des gens, tout comme on le voit en politique, les gens ont envie de s'adresser à des gens et pas à des professionnels entre guillemets de la politique, donc j'ai envie de parler à des professionnels des RH. Et le côté programme ambassadeur, programme advocacy, où je vais parler directement à des collaborateurs qui vont me parler de leurs produits, qui vont me parler de recrutement, c'est ce qui est en train de monter de plus en plus parce que j'ai pas envie de m'adresser à cette boîte noire, j'ai envie de m'adresser à des gens. Après tout, les médias sociaux, le digital, c'est bien le collaboratif, c'est bien des gens entre eux. Le social, c'est des gens qui collaborent, c'est pas des structures. Et là, ça veut dire être capable d'emmener ses salariés. Et ça devient compliqué pour beaucoup de boîtes parce que ça veut dire aussi se transformer en interne, qui est la dernière finalement grosse dimension de la transformation digitale qui est à peine effleurée. Pour les boîtes, c'est quelque chose de long terme, on est sur des longs programmes, parce que c'est un changement culturel. Et pour que les salariés aient vraiment envie de porter le message vers un public externe, il faut qu'ils aient envie de le faire. C'est l'ancien patron de GE qui disait s'il y a un seul métrique finalement qui compte, c'est est-ce que mes salariés sont heureux? Parce que si on en revient sur le principe de symétrie des attentions, si mes salariés sont malheureux, ça va se voir à l'extérieur et je ne vais pas pouvoir développer de business. Et il y a une autre chose où on est en train aussi d'évoluer sur les médias sociaux. Pendant très longtemps, c'était il y a de l'image, il faut que je sois visible, on parle de moi. C'est vraiment revenir sur tout ce qui va être social selling. Comment je vais pouvoir utiliser les informations sur des forums, sur tout un tas de choses pour comprendre des attentes, entendre finalement des critiques et pouvoir m'en saisir pour y répondre. C'est normal, mais peut-être pour pouvoir ensuite engager un dialogue qui va pouvoir me permettre de vendre et même potentiellement de faire du drive to store. Et là aussi, on est un petit peu moins entre guillemets au pays du oui-oui. On est conscient que
ok, c'est bien d'avoir de l'image, il y a tout ça qui est important, et certes, ça permet de rentrer de l'argent, et c'est finalement la raison sociale d'une entreprise, mais aussi, dans le même temps, si directement on peut de façon intelligente, et là je mets bien des guillemets sur le mot intelligent parce que le côté vente en ligne de bourrin, ça ne peut pas marcher, mais c'est plutôt à travers le dialogue être capable de construire quelque chose pour permettre une vente supplémentaire. Je t'arrête là d'ailleurs sur ce point-là. La vente de bourrin, c'est le risque principal sur ce développement du social selling. Ouais, complètement. Alors qu'est-ce que sont tes recommandations aux bourrins justement? C'est de comprendre que certes, si la vente c'est l'objectif final, le premier pas c'est l'écoute. D'abord j'écoute et je comprends le problème qui apparaît, qui est remonté. À partir de là, avant tout, je traite le problème. Et si, en traitant le problème, je vois que ça peut ouvrir une opportunité, j'ouvre cette opportunité pour pouvoir déclencher une vente. Mais généralement, il y a un raisonnement interne. C'est quelqu'un a parlé de moi, quelqu'un m'a dit quelque chose, je vais vendre. Et on verra après sur son problème ou sur quelle est l'opportunité. Il faut vendre, quel que soit le truc, même s'il n'y a pas d'opportunité. Alors, bien sûr, je grossis le trait, c'est pas toujours comme ça, mais il s'agit de savoir à un moment de se dire, je vais pas forcément clore la vente tout de suite, je vais déjà créer une relation et on verra plus tard, en effet, qu'est-ce qui se passe. Ou ça pourra peut-être se faire en un seul temps. Mais en tout cas, c'est d'abord recréer un lien, être capable de répondre à un problème pour pouvoir, dans un second temps, troisième temps, quatrième temps, ou dès le premier temps, vendre quelque chose. Mais ce n'est pas l'entrée première.